Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance, où est-ce qu'aujourd'hui, on va aborder, avec nuance bien entendu, les 3 questions les plus fréquentes qu'on se fait poser par rapport à la nutrition. Donc, on va aborder quoi manger avant et après l'entraînement. Par la suite, on va aborder comment est-ce qu'on peut déterminer la quantité de calories qu'on peut manger, puis est-ce qu'on a une règle qu'on peut donner à tout le monde. Et puis, on va finir avec la gestion des cravings. Je prends le temps aussi de faire un petit disclaimer en mauvais français pour vous avertir que nous ne sommes pas des nutritionnistes. Donc, notre but, c'est vraiment juste de parler de la nutrition en général, de donner des conseils d'ordre général, mais nous ne parlerons pas d'enjeux de santé parce que c'est vraiment réservé aux nutritionnistes. Et sur ce, bonne écoute. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. En ligne, on voit plein d'informations, plein de théories qui sont vieilles ou un peu plus à jour sur qu'est-ce qu'on doit manger avant de s'entraîner. Ça a l'air si compliqué, mais pourtant. Est-ce qu'on doit manger avant de s'entraîner? Telle est Ça, une c'est une autre question. affaire. Si on commence par justement cette chose-là, l'idée de l'entraînement à jeun overall, sans nécessairement vouloir comme pick apart ou genre juste attaquer quelqu'un en particulier, les gens en particulier sur l'entraînement à jeun, l'idée de l'entraînement va partir de l'optique que tu veux avoir de l'énergie dans ton système pour te permettre d'être efficace dans ton entraînement. Puis pour avoir de l'énergie dans ton système, des fois, il faut, pas des fois en fait, il faut que tu manges. Oui. Ça va de soi, tu sais. Puis l'entraînement à jeun, je pense que l'idée derrière ça, sur certaines personnes, c'est que le substrat énergétique qui est utilisé quand tu t'entraînes puis que tu n'as pas nécessairement de manger, ça va être les gras, les lipides qui vont être utilisés en premier. Mais la réalité là-dedans, c'est que de un, tu vas faire un entraînement moins intense parce que, évidemment, tu n'auras pas d'énergie. Puis de deux, cette réserve-là va se remplir une fois que tu vas manger aussi. Fait que c'est comme un petit peu faux de penser que c'est juste mes gras qui s'en vont, puis that's it, je perds du gras. Fait que c'est pas ça l'idée derrière l'entraînement. Puis on veut toujours avoir un entraînement qui est relativement comme intense, mais de cette façon-là, il faut manger. Donc maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on mange? Ça dépend. La réalité, c'est que ça dépend vraiment du temps que tu as devant toi. Okay? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, puis là, sont comme, OK, mais si je mange un repas complet, puis je vais au gym 30 minutes après, c'est sûr qu'à ce moment-là, je vais être sleepy, j'arriverai pas à m'entraîner. Puis vous avez raison. Parce qu'il faut une balance entre j'ai de l'énergie qui circule dans mon système et je suis beaucoup trop plein pour m'entraîner. Fait qu'il faut un entre-deux. Fait que de cette façon-là, il faut avoir certains repas par rapport au temps que tu as de disponible justement avant ton entraînement. Fait que si on prend l'exemple de la personne justement qui a un 30 minutes avant son entraînement, l'idée, c'est peut-être juste de prendre une petite collation de glucides simples. Ouais. Moi, je pense à quelque chose comme une compote de pommes, des fruits, du jus de fruits, ce genre d'affaire-là qui est rapide à digérer, qui fait en sorte que tu as de l'énergie disponible rapidement à utiliser lors de ton entraînement. Puis évidemment, une fois que tu aurais fini ton entraînement, là, tu pourrais manger un repas plus complet. Tu n'es pas obligé de faire ton gros déjeuner. Puis plus que le temps avance, plus que, évidemment, tes repas vont devenir de plus en plus complets. Exact. Donc, mettons que tu aurais plus de temps, ça ressemblerait à quoi? Mais généralement, mettons que ton entraînement est dans 3 à 4 heures. Mais là, généralement, tu vas avoir le temps de manger un repas qui est complet, fait qui est riche en glucides, riche en protéines et riche en lipides. Parce que tu vas déjà avoir commencé le processus digestif depuis un bon moment sans avoir un impact au niveau de tes performances. Fait que généralement, la règle, c'est un 3-4 heures avant l'entraînement, tu peux prendre un repas qui est complet. Aussitôt qu'on s'approche plus du 1 à 2 heures, là, on va peut-être favoriser plus une source de glucides avec une source de protéines. Tout simplement parce qu'on va avoir de l'énergie qui est disponible et ce n'est pas obligé d'être des glucides simples. Ça pourrait être des glucides un peu plus complexes, même 2 heures avant un entraînement, avec une source de protéines. Puis là, comme tu disais, lorsqu'on s'approche du 30 minutes, 1 heure, là, on ne veut pas que notre système soit occupé, entre guillemets. C'est une manière vraiment simplifiée de dire, à digérer. Fait qu'on là, on va vouloir avoir des glucides simples parce que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être digéré. En fait, il n'y a pas un long processus de digestion avant d'arriver dans la circulation sanguine. Quand on prend des choses comme du jus de fruits, c'est quelque chose que j'utilise souvent personnellement, que je recommande souvent, 30 minutes avant l'entraînement. Lorsqu'on va le boire, ça va passer directement dans notre estomac,
ça va passer dans l'intestin, puis ça va aller directement dans la circulation sanguine sans avoir affaire avec des transporteurs ou d'autres processus, là. Fait que c'est vraiment ce qui est le plus simple et le plus, comment je pourrais dire, ouais, le plus simplifié, le plus de base, pour éviter de nuire à nos performances et améliorer le plus possible en ayant une source de glucides qui est rapide. Une chose qu'il faut comprendre, puis là je veux faire un peu un peu ce que tu as dit au début, c'est que la nourriture, c'est à la base une source d'énergie. C'est pas dans l'intention de juste perdre du gras ou juste prendre de la masse. Vraiment, food is fuel, fait que c'est vraiment de l'essence. Donc il faut voir ça aussi comme que ça a de l'utilité. C'est pas juste quelque chose de négatif, là, des calories, là. C'est vraiment pertinent pour notre corps, c'est ce qui fait qu'on peut performer. Oui, un autre truc super intéressant, juste faire du poids là-dessus, tu as parlé de glucides simples, glucides complexes. Peux-tu juste me faire un petit round-up de c'est quoi Oui. les exemples? T'aurais-tu des exemples? Parce que moi, là, si je veux manger juste avant, glucides complexes, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui. Fait que glucides complexes, on parle de tout ce qui est, mettons, produits, ben, pas non, produits de blé, produits céréaliers. Ça va, dans le fond, c'est des molécules de glucides qui sont plus complexes à digérer, tout simplement. On parle Mhm. souvent d'amidon, vous avez probablement entendu ça. Glucides simples, on parle vraiment de tout ce qui est les glucides de base, fructose, glucose, etc., qui est vraiment disponible et facile à assimiler. Il n'y a pas de processus de prédigestion par la salive ou d'autres exemples. Là, on s'en vient un peu plus poussé. Mais d'un point de vue pratique, dans le fond, on vise jus de fruits, on vise sucre simple. Fait que ça peut autant être, je donne l'exemple comme ça, mais de l'eau avec du sucre dedans, là. Ça peut être autant ça. En passant, ça, c'est la formule du Gatorade. Mm. Puis, fait que ça, c'est ce qu'on peut viser. N'importe quel bonbon aussi, c'est une forme de glucide qui est simple. Pas que j'encourage ça, mais c'est quand même une forme de glucide qui est rapide, autant avant l'entraînement que dans l'entraînement. Puis après, les glucides complexes, tout ce qui est produits céréaliers, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est pain, riz, etc., là. Ce que je veux faire, un dernier point là-dessus aussi, c'est que, tu sais, on parlait de quand tu as 3 à 4 heures, tu peux manger quelque chose qui est riche en protéines, glucides, lipides. Mais reste que, il faut que tu penses qu'il faut que tu manges des choses que tu sais que tu peux digérer. Fait que, tu Oui. sais, si à la base, tu décides que tu as envie d'essayer une nouvelle place de tacos mexicains décadents, mais qui sont spicy, ben il y a des bonnes chances que ça perturbe ton système et que ton entraînement ne soit pas de qualité. Même principe que si tu décides, je sais pas, d'aller dans un fast-food parce que, je sais pas, tu as envie d'en manger. Oui, c'est riche en tout ce qu'on vient de dire, mais c'est des choses qui sont plus tough, plus difficiles à digérer. Fait que ça se peut que ton entraînement, encore une fois, soit de moins bonne qualité parce que ça prenne plus de temps, ça te tire plus d'énergie de Ouais, devoir ouais. digérer ça. Fait que c'est juste de prendre en considération qu'il y a aussi des aliments que, tu sais, vas-y avec ce que tu sais que tu maîtrises au niveau digestif, là. Et un peu plus là-dessus, c'est un repas qui est raisonnable. Même si on sait qu'on s'entraîne dans 3 à 4 heures, manger la grosse poutine, c'est pas nécessairement ce qui va être le plus performant. Ça Non. va prendre du temps à digérer plus on a de volume. Fait que gardez ça en tête. C'est rare que c'est le cas, mais si vous l'avez déjà essayé, vous savez. Je l'ai déjà essayé et on se sent pas bien à l'entraînement. Non, c'est sûr. Puis directement après l'entraînement, ça aussi, c'est quelque chose qui est en lien avec ça, puis que les gens me posent souvent. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Faut-tu prendre notre shake de protéines? Oh, ben là, je pense qu'il y a un mythe qui s'en vient derrière Ben, ça, là. ben, c'est ça, tu sais, parce que la réalité, c'est que c'est le mythe de la fenêtre anabolique qui dit que en 30 minutes après ton entraînement, c'est là que ton corps va le plus absorber de protéines. Fait qu'il faut que tu prennes des protéines là. Non, la réalité, c'est qu'il faut que tu manges normalement. Ton corps a besoin de glucides, de lipides et de protéines. Glucides et protéines majoritairement. Les lipides sont toujours on the side pour hormones, tout le kit. Mais l'idée, c'est que tu as besoin de tous les nutriments et non pas juste des protéines. Tu as même besoin de plus de glucides que de protéines. Puis là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que tu les prennes directement après ton entraînement. Non, pas du tout. Il faut juste que tu manges. Fait que, tu sais, si ton prochain repas il est dans 2 heures, ben ton prochain repas, il sera dans 2 heures. Ouais. Fais juste manger normalement. Puis la récupération musculaire se fait sur plus que genre 2 heures. Ça se fait sur plusieurs jours, en fait. Ça se fait sur 12 à 36 heures, tout dépendant, là, même Oh, oui. plus des fois, là. Fait que c'est un long processus. Fait qu'il faut que ton corps ait les nutriments qu'il a besoin tout le long de ce processus-là. Exactement. Fait que c'est pas nécessairement l'important, c'est pas juste d'avoir un shake après l'entraînement. Si vous savez que vous allez avoir un repas plus tard, ben là, intégrez une collation protéinée, de glucides. Puis quand je parle de plus tard, c'est plus que 3-4 heures, là. Fait que ça, gardez ça en considération, mais généralement, il n'y a pas d'urgence. Généralement, le Non. repas suivant, dans un délai de 3-4 heures, est suffisant. Sinon, allez-y avec une collation, mais vos muscles ne vont pas plus fondre ou moins se développer dans ce laps de temps-là, là. Non, puis il suffit de justement suivre les calories que tu dois manger aussi dans une journée. Si tu es quelqu'un qui prend en compte les calories, ce qui nous amène directement au deuxième point. Combien de calories je devrais manger, Simon? Puis ça, c'est quelque chose qui revient super souvent. Oui, oui. Salut, je fais, mettons, 1,75 m et je me demande combien de calories je devrais manger. Est-ce que c'est si simple? Non, c'est pas aussi simple. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Les facteurs de base, on parle de l'âge, Mhm. du poids, déjà, la taille.
3 facteurs de base. Par la suite, on intègre souvent le... Oh, ben, j'ai oublié le sexe, pardon, quand même assez significatif. Et par la suite, on ajoute le niveau d'activité physique. Fait que si tu nous écris ou tu écris à n'importe qui, puis que tu lui dis « Hey, je fais ce poids-là, c'est quoi mes calories? » On va avoir besoin de beaucoup plus de contexte. Et même si on a tout le contexte, les calculateurs sont relativement précis. Par contre, ça ne veut pas dire que ton corps va réagir comme ça à la quantité de calories. Les formules, c'est des estimations. Fait qu'une fois qu'on a les estimations, on a les quantités, bien là, il faut le tester. Juste faire du poids un petit peu sur les estimations, puis c'est aussi nous-mêmes qui rentrent les données. Fait que, tu sais, si on, Oui. tu sais, la réalité, c'est que, mettons, moi, je dis, ah oui, mon travail, je suis quand même assez actif dans mon travail, puis je réalise qu'en fait, tout ce que je fais, c'est rester assis. Bien, le calculateur va quand même prendre en considération que j'ai dit que j'allais être actif, puis la différence est quand même grande. Je connais quelqu'un, justement, un de mes clients, qui a à peu près le même poids que moi, un petit peu plus grand, mais pas beaucoup, puis à 4000 calories, il perd du poids. Mais pourquoi? C'est parce que sa job est tellement physique à comparer de la mienne que faut quand même considérer que ça a un impact qui est quand même Ah oui, monstre, oui, là. oui. Fait que, tu sais, faut pas négliger ça non plus. Puis justement, on parlait de le tester. Fait qu'une fois que tu as fait la première étape, puis que tu as calculé selon ce que le calculateur te donnait, donnons un exemple qui te donnait 2000. Toi, ton but, c'est de perdre du poids, puis tu dis, ah, 2000, je sais pas si ça va marcher, il faut que tu le testes. Là, évidemment, ça demande de la rigueur. C'est sûr, ça demande de la rigueur parce qu'on veut voir est-ce que 2000 fonctionne. Fait que essaye-le pendant, mettons, 2 semaines, 3 semaines. Regarde, est-ce que mon poids a descendu? Si mon poids a descendu avec ce 2000 calories-là, c'est que ça fonctionne. Si mon poids est resté pareil, il faut que tu penses, est-ce que j'étais vraiment à ce 2000 calories-là? Est-ce que j'ai eu la rigueur que je voulais avoir? Si la réponse c'est oui, à ce moment-là, il se peut que ça ne fonctionne pas, que tu aies besoin de baisser les calories pour que ça ait vraiment des résultats sur ta perte de poids. Fait que c'est comme ça que tu le testes, puis c'est comme ça que tu vas le tester tout le long, parce que tout ce que tu veux, c'est trouver un petit déficit qui te permet de perdre du poids, mais qu'en même temps, tu n'auras pas envie de starve. Parce que c'est évident que si tu te mets 1000 calories, tu vas perdre du poids, c'est évident. Sauf que l'idée, c'est pas ça, c'est de trouver un déficit qui te permet que ce soit durable, que tu aies envie de le garder. Fait qu'une fois que le calculateur te dit, mettons le 2000, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas le tester. Mais encore une fois, c'est là que ça dépend de toi parce que il y a toujours des marges d'erreur dans ces affaires-là. Même si tu es Exactement. vraiment comme on point puis tu essaies de vraiment être assidu, il y a des marges d'erreur. Exactement. Puis ça, c'est beaucoup dans toutes les. Tu sais, le comptage de calories. Parlons de ce contexte-là. Toutes les valeurs nutritives qui sont affichées sur les étiquettes ou qui sont étudiées, il y a toujours des marges d'erreur de plus ou moins 20 Ça peut quand même Ce être qui est significatif. énorme, ouais. C'est énorme, là. C'est pour ça qu'il faut tester avec rigueur parce que c'est sûr que si on varie tout le temps puis on mange plein de produits transformés puis on oublie de compter, bien là, toute cette variance-là peut avoir un impact. Il y a des études qui ont vraiment regardé les variances, qui ont regardé combien est-ce que les nutritionnistes étaient capables d'estimer leurs calories. Puis c'est des nutritionnistes, là, ils ont Ben toute oui. la formation, puis il y avait quand même des importantes marges d'erreur. Si tu compares des applications aussi, il y a des marges d'erreur. Donc, c'est important à considérer. Moi, ce que je veux faire, prendre le temps de faire, c'est vraiment de vous accompagner, dans le fond, dans un processus comme si vous aviez à partir de zéro. Fait qu'étape numéro 1, le calculateur. Comment Ouais. est-ce qu'on trouve ça? On trouve ça sur Google. Honnêtement, personnellement, rapidement, j'utiliserais le TDEE Calculator. C'est disponible. Tapez sur Google TDEE calculateur et ça va vous afficher un site. C'est un outil, ça va vous demander votre poids, votre âge, votre sexe, votre taille et votre niveau d'activité physique. En passant, si une application ne vous demande pas ces 5 critères-là, ça se peut que ça manque beaucoup de précision, donc changez de calculateur. Mais à la base, rentrez toutes vos données et ça va vous donner plusieurs informations. Ça va vous donner ce qu'on appelle le BMR, qui veut dire le Basal Metabolic Rate, fait que ton métabolisme de repos en bon français. Et ça, c'est vraiment la quantité d'énergie que ton corps, que ton métabolisme dépense à exister dans l'univers. Ça, c'est une valeur qu'on pourrait considérer de seuil. C'est le seuil le plus bas c'est vraiment ce que ton corps a besoin. Ce seuil peut bouger, mais ça, c'est un autre sujet de vidéo. Donc, vraiment, vous allez avoir cette donnée-là, le BMR. Par la suite, vous allez avoir votre taux de calories de maintien généralement. Fait que, mettons que dans ton exemple, c'est 2000 calories. Une fois que vous avez votre calories de maintien selon votre niveau d'activité physique et tous les paramètres que j'ai mentionnés plus tôt, bien là, vous allez pouvoir choisir selon votre objectif qu'est-ce que vous faites varier. Est-ce que je veux mon déficit de 500 calories qui est général? Bien là, j'irai à 1500 calories. Est-ce que je veux une prise de masse qui est
lente, mais avec un plus faible pourcentage de gras, ben là, plus ou moins 200 calories. Et admettons, si après on veut ce qu'on appelle un dirty bulk, fait plus de masse musculaire, mais avec une chance d'accumuler plus de tissu graisseux, ben là, on peut aller à plus 500, par exemple. Fait que ça, vraiment, c'est à partir du calculateur. Une fois qu'on a choisi la quantité de calories, soit le 1500 ou le 2200 dans mon exemple, ben là, on va utiliser une application généralement pour compter les calories. Puis là, c'est là que MyFitnessPal rentre. Là, c'est vraiment celui-là que j'utilise tout le temps, c'est celui qui me vient en tête. Et vraiment, ça fonctionne comme un journal alimentaire. Fait que c'est possible de vraiment vous rentrer la quantité de poids, idéalement, c'est peser ces aliments. La chose qui peut créer un peu comme des blocages chez les Ouais, gens, ouais. mais c'est quelque chose qui est le plus précis. Et plus on est précis, plus on a de contrôle sur le résultat après. Donc, souvent, une recommandation, c'est pendant 2 semaines, être le plus précis possible. Et justement, c'est en rentrant tout ce qu'on mange. Puis quand je dis tout ce qu'on mange et qu'on boit, là. Souvent, les petites bouchées par-ci, par-là, oui, c'est gossant, mais ça fait quand même partie de l'apport en énergie que tu prends. Ça, c'est encore une fois, c'est pour avoir le plus de précision possible. Une fois que ces 2 semaines-là sont écoulées, puis là, tu t'es pesé, toujours à jeun, au même moment dans la journée, puis là, tu vois que tu as eu une perte de poids, bien, ça veut dire que tu es dans une situation de déficit Voilà. calorique. Si tu n'en as pas, bien, probablement que ton déficit est peut-être supérieur ou que ça se peut que tu aies mal compté les calories aussi. C'est vraiment un processus constant d'évolution, puis ça peut être temporaire aussi. C'est pas, là, comment je vais dire, t'es ça à coche, non. Là, tu as de la rigueur pendant une période de temps. Après, tu peux juste trouver une structure qui est plus adaptée, mais quand tu veux vraiment savoir c'est quoi tes besoins énergétiques, il faut que tu fasses au moins une fois l'effort avec de la rigueur. Oui, puis c'est une méthode, right? Est-ce qu'on est en train de dire que c'est la méthode? Non. Est-ce que pour certaines personnes, cette rigueur-là peut être maladive? Oui. Fait qu'encore une fois, ça reste comme d'habitude du cas par cas, puis on va jamais être là, les personnes qui vont dire « fais ça, sinon rien ne fonctionne ». Parce qu'évidemment, ça dépend d'une personne. Il y en a pour qui compter des calories, c'est quelque chose de super malsain, puis à ce moment-là, qui sommes-nous pour dire faut que tu le fasses? Fait que, à un certain point, c'est une méthode pour les gens qui veulent utiliser ce genre de C'est ça. méthode-là, qui veulent s'impliquer de cette façon-là, puis c'est super correct si c'est pas ton genre, puis ça va de soi, tu sais. Fait que c'est toute une nuance, puis c'est là que c'est intéressant justement d'apporter cette nuance-là. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Justement, je veux qu'on embarque dans le dernier point. Puis je sais que j'aime ça, j'aime comment toi tu gères les cravings en général. Puis tu sais, je sais que si on compare, mettons moi et Simon, pour ceux qui ne le savent pas évidemment, moi je suis du type, j'ai des cravings à l'aide, je veux dévorer les murs, tandis que Simon a toujours plein de techniques. Fait que c'est comme notre craving master, là. Oui. Fait que, écoute, je vais te laisser commencer un petit peu sur ça. Tu sais, déjà, de base, pourquoi est-ce qu'on a des cravings? Ouais. Fait que les cravings, dans le fond, c'est des envies, c'est des désirs qui sont incontrôlables, qui sont liés à un aspect peut-être physique, mais beaucoup émotionnel et expérientiel. Fait qu'il faut trouver souvent la cause de ça. Puis il y a tellement de facteurs qui peuvent les expliquer, parfois c'est difficile de jongler avec tout ça. Mais pour la base, lorsqu'on a un craving qui est significatif, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a changé qui a fait que ce craving-là est apparu? Est-ce que c'est le simple déficit calorique ou est-ce que c'est le fait d'avoir privé un aliment qu'on est habitué de manger pendant une longue période de temps, par exemple? Fait que ça, c'est quelque chose à considérer parce que quand on a une restriction qui est absolue, mais c'est là qu'on a des désirs, on a des pulsions. Est-ce qu'on on a des comportements compensatoires justement aussi parce que justement vu qu'on vit une restriction, mais notre comportement compensatoire, ça va être OK, je m'ennuie un peu plus, je sens que j'aimerais ça me faire plaisir, puis là, hop, ça va être un craving qui va se manifester. Et par la suite, on a le volet qui est plus fait que ça, c'est un peu plus émotionnel. Là, on va avoir le volet qui est expérientiel. Et ça, c'est quand on a deux comportements qu'on a mis ensemble qui est très répété dans le temps. Fait que l'exemple le plus simple, c'est le soir, je décante, je m'installe devant la télé. Et là, on a associé le fait d'écouter un film d'action de Marvel avec le fait d'avoir son sac de chips. Et là, ça devient un défi. Ça, c'est comme l'expérience que, dans le fond, moi, j'ai étudié en psycho à l'université, puis c'est l'expérience justement je pense que ça, là, je l'ai vu au cégep, mais c'est le chien de Pavlov. Oui, oui, Tu oui. sais, ils ont attribué la cloche
à la bouffe, fait qu'à chaque fois que le chien entendait la cloche, il bavait. Ben, c'est un petit peu le même principe, tu sais, on est habitué maintenant de manger devant Netflix, puis moi aussi, en fait, j'étais habitué de manger devant Netflix, devant YouTube quand j'étais à l'université, fait qu'à chaque fois que j'étais devant YouTube, j'étais genre, me semble que ça serait bon un petit sac de chips. Fait que tu sais, l'idée, c'est aussi d'être en mesure de peut-être laisser la nourriture à l'extérieur de cette activité-là de divertissement, mais aussi d'essayer de se mettre le moins possible dans une situation comme ça. Puis je m'explique, puis j'ai tendance à dire ça à mes clients, puis c'est drôle parce que c'est ce que je me faisais dire avant aussi, c'est qu'il n'y a rien qui se passe, il y a rien de bon qui se passe après 10 heures. Puis ce que je veux dire C'est vrai. par là, c'est pas que, écoute, faut que tu te couches tout le temps avant 10 heures, mais tu sais, mettons, on prend l'exemple de moi et Simon, à peu près, ben, à 9h30, 10 heures, on dort. Là. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on dort. Si moi, je décide que, regarde, ça me tente de rester réveillé, OK? Ça me tente là, de me réveiller, de rester réveillé jusqu'à minuit, là. Ben, la dernière fois que j'ai mangé, c'était à 6 heures le soir, par exemple, puis en temps normal, je dors 2-3 heures après. Mais là, ça fait comme justement, ça fait, attends, 24, ça fait longtemps. Là, 6 heures. Merci pour le calcul, ça fait 6 heures que justement je dors pas. Fait que là, c'est sûr que j'ai faim. Puis avec la fatigue, avec le fait que tu es affamé, ben c'est rare que tu fais des bonnes décisions. Ouais. Puis c'est normal, puis c'est pas genre un manque de volonté, c'est juste que tu t'es mis, mettons, dans une position qui fait en sorte que ben, tu es fatigué, tu t'en fous, tu as juste envie de manger, puis c'est compréhensible. Ce qui fait en sorte que moi, une stratégie là-dedans, c'est souvent ne te mets pas dans cette situation-là. Puis ça a l'air niaiseux parce que les gens sont comme, ben je veux vivre aussi, mais je comprends à 100%. Alors là, peut-être que c'est intéressant de peut-être manger un petit peu plus tard ou préparer justement le fait que tu vas veiller un petit peu plus tard pour pas que tu aies envie de tout dévorer tes murs. Oui. Donc, ce qui m'amène un petit peu à parler un petit peu des stratégies. Ouais. Parce qu'évidemment, chaque stratégie est différente pour les cravings. Il y en a qui vont dire, moi, je boude, je mange rien, puis je bois de l'eau à la place. Est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne pour tout le monde? Je ne crois pas, mais il y en a plein. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai tendance souvent à avancer, puis ça c'est beaucoup plus d'expérience, rien de scientifique, c'est que c'est rare qu'on gagne contre nos désirs au long terme. Ouais. On peut temporairement avoir ce willpower, ce contrôle de soi, mais au long terme, il faut trouver une solution parce qu'il y a quelque chose qui est problématique. Une chose qu'on entend, puis ça fait du point sur ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a un mythe qui dit que tout ce que tu manges après 20 heures, il ne faut pas manger après 20 heures parce que sinon tu vas prendre du poids. Ça, c'est un mythe, entre guillemets. On va juste. J'ai pas dit ça. Non, t'as pas dit on ça. va Non, c'est juste pas ça que mettre t'as ça dit. C'est pas ça que t'as Ok, dit. on est en. C'est Oui, bon. oui, c'est ça. Puis là, je vais amener à ton point. C'est bon. C'est que souvent, pourquoi est-ce que c'est une règle? C'est que souvent, ce que tu manges après 20 heures, c'est rare que c'est les meilleures décisions. Parce que tu as déjà mangé, puis là, tu en rajoutes. Fait que c'est pas pour faire du poids, c'est pas parce qu'il a dit que tu allais prendre du poids. C'est que souvent, on prend des moins bonnes décisions, ça fait qu'on est en surplus calorique, mais le fait de manger après 20 heures ne change rien. Tu peux manger ton souper après 20 heures, puis rien. Là. Inquiète-toi pas par rapport à ça. Mais c'est souvent ce qui est mentionné, ce qu'on voit en ligne. Mais ce n'est pas vrai à la base. C'est pas le fait de manger après une heure que ton système décide d'absorber plus de glucides, de lipides, de faire plus de réserves. Non. Mais il y a quand même des comportements qui sont liés après 20 heures qui encouragent la prise de poids. Donc, là, on parlait de stratégie. On revient là-dessus. Une stratégie que je trouve personnellement que je suis vraiment fan, c'est le fait de. C'est la substitution, tout simplement. Fait que si on a associé deux comportements ensemble, dont un était de manger quelque chose comme des chips en regardant un film d'action, bien là, on va préparer le terrain en ayant un aliment de substitution. Et mettons, on peut faire une belle trempette. Si vous n'avez pas vu ma recette de trempette sur Instagram, allez la voir. Trempette protéinée, j'adore ça. Fait que mettons, avoir des légumes puis une trempette qu'on aime, quelque chose qu'on aime manger, de disponible pendant qu'on va faire on va écouter le film. Ça peut être aussi simple aussi que de changer son gros sac de chips pour du popcorn, parce que généralement, c'est moins calorique au cas où vous ne le saviez pas. Donc ça, premièrement, c'est la substitution. Particulièrement si vous avez deux comportements qui sont associés ensemble, c'est sûr que vous êtes habitué de manger quelque chose en écoutant un film, mais il faut que vous ayez aussi ça, sinon vous allez penser à manger pendant tout votre film. Même chose aussi quand il y a des desserts associés au repas, il y en a qui est super important le dessert et ça se comprend. Alors là aussi, on travaille par substitution. On va peut-être ajouter quelque chose de sucré à la fin d'un repas, comme peut-être plus un fruit par exemple. Comme ça, on sait qu'on mange quelque chose. Fait qu'il y a la substitution. Est-ce que tu en aurais un autre à ajouter? Tu sais, puis moi, je vais le dire avec toute franchise, pourquoi je disais que Simon, c'était le maître du craving, c'est que la substitution, c'est dur à dire, substitution fonctionne très bien pour lui.
Selon moi, pour moi, écoute, je vais être honnête, il n'y a rien qui remplace des chips. Mhm. Moi, ça ne fonctionne pas. Fait que moi, j'ai plus la technique de la modération à un Ouais. certain point. C'est sûr que dans mon cas, vu que j'ai pas un objectif fitness tant précis que ça, souvent, je fais juste manger ce que je crave. Là. Tu sais, je vais être honnête, c'est ça ma stratégie. Mais pour Ouais, ceux ouais. qui écoutent et qui sont pas dans ma situation, la modération. Fait que, évidemment, tu as envie de manger, je sais pas, un sac de Doritos complet. Piment infernal. Pour être plus précis, l'idée, c'est qu'il y a des petits sacs qui existent. Puis sur le moment, quand tu vas aller l'acheter, tu vas être genre, ça me tente pas. Mhm. Ça me tente pas de juste avoir un petit sac ou whatever, mais prends-le, puis mange-le, puis je te jure, tu vas être satisfait après ton petit sac. Fait que déjà là, le craving qui ressemblait à quelque chose d'un surplus de 2000 calories, ben c'est transformé en quelque chose de 360 à 400. Ce qui est honnêtement vraiment moins. Fait que tu limites, mettons, ce que tu pourrais faire comme impact au niveau de ta perte de gras. Puis à la fin de la journée, est-ce que c'est ça qui va... Si tu fais à chaque jour, oui, c'est ça qui va limiter ta perte de gras. Mais si tu le fais une fois sur une semaine, est-ce que ça va vraiment limiter ta perte de gras? Non. Fait que ça peut être une très bonne stratégie au niveau des cravings. Autre chose, si tu es quelqu'un qui a tendance à avoir des cravings, moi, ma stratégie personnelle, c'est de ne pas l'avoir chez moi. Parce que maintenant, mettons que j'ai envie de manger quelque chose de plus, puis que je ne l'ai pas chez moi, si c'est déjà dans mon armoire, j'ouvre mon armoire, je le mange. Ouais. Si je ne l'ai pas, là, il y a un effort supplémentaire qui doit Mhm. être fait. Fait que là, si je veux vraiment comme satisfaire mon craving, c'est vraiment important pour moi. Il faut que j'aille à l'épicerie, il faut que j'aille l'acheter, il faut que je sorte de ma voiture. C'est sûr que maintenant, avec DoorDash, c'est plus pratique, mais ça coûte genre 178$ par De DoorDash. livraison. Fait que, tu sais, l'idée, c'est qu'au moins, là, tu as une étape de plus, puis tu te poses la question pendant... C'est comme tourner sa langue cette fois avant de parler, c'est un petit peu le même Exactement. principe. Tu fais des actions plus conscientes, puis tu es, plus conscient de justement ce que tu fais, parce que le prendre dans l'armoire puis le manger en haut, c'est super facile. Tu réalises pas, puis après, tu es comme « Ah, j'ai fait ça ». Mais au moins, là, tu n'as comme pas le choix d'y penser à ce Ouais. moment-là. Puis sur cette solution-là, il y en a un autre que j'adore. Puis j'en parle quand même souvent ces temps-ci, mais c'est dérivé de la philosophie du Add, Don't Restrict, qui est une technique d'intervention là, pour la gestion des cravings puis de l'alimentation en général. Et dans le fond, comment est-ce que je l'explique à des personnes qui ont vraiment envie de chocolat? En réalité, le chocolat, il n'y a rien de mal à ça en tant que tel. Souvent, c'est la quantité qu'on prend qui est vraiment compulsive. Et ce qui arrive, c'est que souvent, quand on a un craving, il y a quand même un côté physique derrière qui est le fait d'avoir faim. Ouais. Si tu as faim, c'est sûr que tu auras envie de manger quelque chose. Et si, mettons, cette faim-là, il y a un aspect émotionnel, ben là, tu auras envie peut-être de manger du chocolat. Et ce que j'aime, c'est de dire, OK, mais mange du chocolat, mais ajoute quelque chose de nutritif et ou rassasiant en même temps. Puis pourquoi c'est important, c'est que si tu manges, tu dis, hey, tu as toute la volonté de manger, mettons, la moitié d'une Kit Kat, par exemple. Mais ce qui va arriver, c'est que si tu manges juste la moitié d'une Kit Kat, OK, tu as eu ce plaisir-là dans ta tête de manger la Kit Kat. Par contre, tu auras encore faim. Donc, tu n'auras pas Oui. réglé cette problématique-là. Donc, on veut rajouter quelque chose qui est plus nutritif. Fait que, par exemple, est-ce que ça va être de te servir un yogourt grec avec des fruits puis décorer avec ta Kit Kat par-dessus, par exemple? Comme ça, c'est quelque chose qui visuellement a du volume, visuellement est nutritif, prend de l'espace, tu vas te sentir satisfait et tu auras quand même ton chocolat dedans. Fait que ça, c'est quelque chose qui, à date, fonctionne bien souvent. Puis ça fait aussi qu'on a l'habitude de changer de comportement en mélangeant quelque chose qu'on aime avec quelque chose de nutritif. C'est comme un peu la télévision et les chips. Ça fait qu'on a aussi ce réflexe-là de se dire, OK, mais si je me permets de manger quelque chose que j'aime, mais je veux que ce soit quand même nutritif et que ça donne de l'énergie à mon corps. Fait que le Add, Don't Restrict, c'est quelque chose que j'adore utiliser. Et même de mon côté, souvent, je vais être comme, OK, j'ai faim, mais je sais que je vais devoir régler le problème. Fait que je vais manger ce que je veux et en plus, je vais m'assurer de ne plus avoir faim. Mhm. Ce qui me fait penser à un dernier point rapide, là, c'est qu'évidemment, il faudrait peut-être aussi regarder de quoi a l'air ta routine dans ta journée en termes d'alimentation. Parce que c'est sûr que si tu es dans un énorme déficit à la Mhm. fin de ta journée, tu vas avoir des cravings tout simplement parce que tu vas avoir faim, parce que tu n'as pas mangé de la journée. Fait qu'il faut aussi avoir une structure qui te permet de ne pas avoir faim. Puis le moins tu as faim en temps normal, tu as la composante physique du craving que tu parlais, bien, le Mhm. moins tu vas être tenté à aller vers des cravings avec cette composante physique-là, justement, qui est la satiété. T'as Ouais. faim. Donc, c'était un épisode super chargé. Donc, si jamais vous avez des doutes, des questions ou qu'on n'est pas allé en profondeur sur certains points, n'hésitez pas à nous écrire. On pourrait faire un autre épisode sur les d'autres questions fréquentes qu'on se fait poser par rapport à la nutrition.
Pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire sur Instagram, c'est là qu'on est le plus actif. Je sais que je me répète à chaque fois quand je le dis. Vous pouvez écrire directement à Coach J à coachj.knvl ou à moi-même à coachsim.knvl et on se revoit la semaine prochaine.